En octobre 2025, la Russie a commencé à retirer les missiles anti-chars de ses propres véhicules de combat. La raison derrière cela est aussi troublante qu'inattendue. Pour comprendre ce qui se passe, nous devons nous rendre dans une usine située à 160 km à l'est de Moscou. Je parle de Murom-Teplovoz, dans la région de Vladimir, une usine qui a toujours été impliquée dans le transport et la sécurité. Mais pendant des années, elle était restée pratiquement à l'arrêt, sans réelle activité. Jusqu'à maintenant. Des analystes du renseignement en source ouverte ont détecté quelque chose d'étrange sur les images satellites. Après des années de silence, l'usine a repris vie sans prévenir. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a laissé tout le monde perplexe. Des véhicules militaires spécialisés, appelés 9P149 Sturm S, étaient systématiquement démontés. Pas pour des réparations, pas pour une modernisation, mais pour retirer leurs armes. Pensez à l'absurdité de la situation. Nous parlons d'un pays en guerre intense, un pays qui a besoin de toute la puissance de feu possible. Et ce pays retire délibérément des missiles de ses propres véhicules de combat. La raison ? Eh bien, la réponse révèle bien plus qu'une simple décision tactique. Elle expose le véritable état de l'armée russe, ses priorités actuelles et, plus inquiétant encore, ses plans pour les prochaines décennies. Mais avant de comprendre la raison, vous devez connaître ces véhicules. Parce que la différence entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont en train de devenir raconte une histoire complète à elle seule. Le Mnogotselevoï Tiagash Leki Bronirovani est un vétéran de l'époque soviétique. Son nom complet est Mnogotselevoï Tiagash Leki Bronirovani. Un nom compliqué, je sais. Traduit, cela signifie véhicule de remorquage polyvalent, blindé léger. Il a été développé dans les années 1950 et est entré en service dans les années 1970. La philosophie derrière ce véhicule était simple. Production de masse, simplicité et polyvalence. C'est pourquoi plus de 55 000 unités ont été construites. C'était la bête de somme de l'armée soviétique, totalement amphibie. Il pouvait traverser des rivières et des lacs à un peu moins de 6 km/h. Sur terre, il atteignait 61 km/h sur route et avait une autonomie de 500 km. Son compartiment arrière pouvait transporter jusqu'à 11 soldats ou 2000 kg de chargement. Il pouvait tracter de l'artillerie pesant jusqu'à 6500 kg. Mais il y avait un problème. Son plus grand avantage était aussi sa plus grande faiblesse. Le Mnogotselevoï Tiagash Leki Bronirovani était bon marché et léger parce que son blindage était fin, très fin, seulement de 3 à 10 mm d'acier, avec un maximum de 14 mm à l'avant de la tourelle. Cela protégeait contre les armes légères et les éclats, rien de plus. Il n'a jamais été conçu pour un combat direct contre des armes lourdes. Maintenant, le Sturm S, c'est une histoire complètement différente. C'est un spécialiste, un tueur de chars professionnel. Développé à la fin des années 1970, il a été conçu dans un seul but, détruire les chars les plus modernes de l'Occident. L'Abrams américain, le Léopard allemand, c'était un de ses cibles. Le système utilise le missile 9 M114 Cocon, ce qui signifie cocon. Pour son époque, c'était une arme redoutable. Vitesse supersonique de près de 1240 km/h, portée, plus de 5 km et guidé par radio, ce qui le rendait difficile à brouiller. Le véhicule transportait 12 missiles dans un magasin interne, alimenté automatiquement vers un lanceur rétractable. Taux de tir de 2 à 4 missiles par minute. La conception était efficace. Tout le compartiment arrière, qui dans le Mnogotselevoï Tiagash Leki Bronirovani normal transporterait des soldats, était occupé par le mécanisme de chargement automatique et par le magasin de missiles. La petite tourelle de mitrailleuse a été remplacée par un grand viseur optique pour le tireur. Le lanceur se rétractait à l'intérieur de la coque lorsqu'il n'était pas utilisé, permettant au véhicule de garder un profil bas, similaire à celui d'un Mnogotselevoï Tiagash Leki Bronirovani classique. Et voici le point clé de cette histoire. Pourquoi s'agit-il de deux mondes complètement différents ? D'un côté,
un transport polyvalent et bon marché. De l'autre, une plateforme spécialisée de grande valeur pour les embuscades anti-chars. Et la Russie est en train de transformer le second en premier. Elle prend des tueurs de chars professionnels et les rétrograde en simples taxis blindés. Mais c'est la manière dont ils font cela qui attire vraiment l'attention. Ils retirent tel le lanceur rétractable, démontent tout le système de chargement automatique, enlèvent l'optique de visée du tireur, retirent le blindage du dessus de la coque. Cela vide essentiellement l'arrière du véhicule, créant un espace ouvert où des soldats peuvent aller s'asseoir pendant qu'ils sont transportés. Mais alors, pourquoi font-ils cela? Pourquoi démanteler une arme spécialisée en pleine guerre? La réponse commence par des chiffres dévastateurs. Depuis février 2022, la Russie a subi des pertes catastrophiques en matériel. Des groupes d'analyse en sources ouvertes comme Oryx n'enregistrent que les pertes confirmées visuellement. Même ainsi, les chiffres sont choquants. Plus de 4190 chars détruits, environ 8450 véhicules blindés et de combats d'infanterie perdus. 693 transports de troupes blindées. Et ce n'est que ce que nous avons pu confirmer avec des photos et des vidéos. Parmi les véhicules les plus touchés, il y a justement ceux conçus pour transporter des troupes. Dans cette liste, il y a les BMP, les véhicules de combat d'infanterie. Et aussi les BTR, les transporteurs blindés de personnel. Ceux-ci ont subi des pertes particulièrement sévères. Et le MTLB dont nous avons parlé plus tôt. La flotte active a débuté la guerre avec environ 3300 unités. Jusqu'à présent, plus de 1800 ont été détruites. Cela représente un taux de perte de 55%, soit plus de la moitié de la flotte active. L'Ukraine inflige un prix brutal, défendant efficacement son territoire, tout en détruisant systématiquement des décennies d'accumulation militaire russe. La Russie a réussi à réaliser quelques avancées lentes, mais elle paie chaque mètre conquis avec d'énormes pertes en équipement et en soldats. Mais ces pertes massives ne sont qu'une partie de l'histoire. Il se passe autre chose sur les champs de bataille d'Ukraine, quelque chose qui a fondamentalement changé les règles du combat terrestre. Drones. Plus précisément, des drones bon marché et extrêmement efficaces. Ces petits drones agiles, souvent équipés d'ogives anti-chars, peuvent être guidés avec une précision chirurgicale pour atteindre des soldats individuels, des tranchées et des véhicules en mouvement. Ils ont créé ce que les analystes militaires appellent un champ de bataille transparent, un environnement où il est exceptionnellement difficile de rester caché et immobile pendant une longue période. Pour cette raison, le problème le plus mortel pour les troupes russes maintenant n'est pas le combat direct, c'est le mouvement. Le dernier kilomètre jusqu'à la ligne de front est désormais le tronçon le plus meurtrier de l'opération. Traverser un terrain ouvert ou contesté, surtout ce dernier kilomètre, jusqu'aux positions d'assaut, c'est devenu un cauchemar. Voici une réalité brutale. Un véhicule comme le Storm S, qui doit s'arrêter, élever son lanceur et rester exposé pendant que le tireur guide le missile jusqu'à la cible, serait extrêmement vulnérable. Drones d'attaque, munitions rôdeuses, artillerie guidée de précision, tout cela pourrait détecter et contre-attaquer immédiatement. L'avantage du Storm S, en tant qu'arme d'embuscade, qui dépendait de rester caché et statique, ne fonctionne tout simplement plus dans ce nouveau type de guerre. Il a encore des roues, il a encore un blindage, même s'il est fin, il peut encore se déplacer. Et sur le champ de bataille, saturé de drones ukrainiens, même une protection minimale vaut mieux que rien. C'est mieux que d'y aller à pied. C'est mieux que d'utiliser des camions civils non protégés que la Russie a été forcée d'utiliser à plusieurs reprises. C'est le changement fondamental que nous observons. Historiquement,
L'armée russe privilégiait la force et la puissance de feu avant tout. Ils ont produit certains des chars les plus lourds du monde et les systèmes de missiles les plus puissants. Durant la guerre en Ukraine, la Russie a surtout misé sur la force brute, utilisant chars et blindés au début pour tenter de dominer grâce à sa supériorité matérielle. Ensuite, les drones et missiles ont infligé l'essentiel des dégâts. À cause de cela, la Russie ne craignait pas vraiment la capacité de contre-attaque de l'Ukraine. Elle était totalement concentrée sur ses propres manœuvres offensives. Confiant de posséder une force supérieure et dévastatrice, persuadé qu'il n'y avait rien que l'Ukraine puisse faire pour arrêter son avancée implacable. Mais les temps ont changé. Désormais, au lieu d'améliorer leurs capacités offensives avec des systèmes de missiles anti-chars, les commandants russes préfèrent de fabriquer des véhicules de transport de troupes. Parce qu'ils trouvent de plus en plus difficile de simplement garder les troupes en vie, de les amener à des positions critiques sur la ligne de front et de lancer des offensives significatives. Tout cela à cause des opérateurs de drones ukrainiens, de plus en plus efficaces et mortels. Dans les zones fortement disputées du front, comme le secteur de Pokrovsk à Donetsk, la Russie a rassemblé une force massive. Certaines estimations suggèrent jusqu'à 110 000 soldats au total. Tout cela dans une tentative désespérée de capturer cette ville industrielle stratégique. Mais jusqu'à présent, cela échoue. Malgré l'artillerie, les chars, d'énormes escadrons de soldats et même de petites unités déguisées, ils n'ont pratiquement pas progressé dans la région. Les défenseurs ukrainiens tiennent toujours la ligne. Là-bas, des drones ukrainiens parcourent régulièrement le ciel. Ils scannent le sol à la recherche du moindre signe de vie. Ensuite, ils attaquent leurs ennemis, éliminant une unité après l'autre. C'est pourquoi la Russie a été forcée de trouver de nouveaux moyens de protéger ses troupes et de les aider à parcourir de longues distances avec une sécurité relative. C'est le seul moyen d'obtenir un nombre significatif de soldats près de villes comme Pokrovsk, et probablement le seul moyen, à terme, de capturer ces villes. Pour cela, ils ont besoin de transporteurs, de personnel. Et comme tant d'entre eux ont déjà été détruits, ils se tournent vers des modèles plus anciens, comme ces Mnogotselevoï, Tiagash, Leki, Bronirovani convertis. C'est le signe d'un changement radical dans les doctrines militaires du Kremlin, un déplacement de l'accent mis sur la puissance de feu vers la capacité de survie. Au niveau tactique, survivre et se déplacer sur le champ de bataille est devenu le principal défi, encore plus important que de détruire l'ennemi. Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Parce que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent pourrait simplement être qualifié de désespoir. Des pertes catastrophiques menant à des décisions désespérées, une armée en plein effondrement, improvisant avec ce qui restait. N'est-ce pas? Pas exactement. En octobre 2025, l'organisation de renseignement en source ouverte Front Intelligence Insight a publié quelque chose de retentissant. Des documents internes divulgués de Uralvagonzavod, le principal fabricant de chars de Russie. Ces documents révèlent des plans ambitieux qui s'étendent jusqu'en 2036. Oui, vous avez bien entendu, 2036. Les plans montrent deux axes principaux. Premièrement, la modernisation à grande échelle des anciens chars T-72. Le programme prévoit de moderniser environ 828 anciens T-72 provenant des stocks vers le standard nettement amélioré T-72B3M. L'essentiel de ces mises à niveau est prévu entre 2027 et 2029. La deuxième orientation, et la plus significative, est l'augmentation massive de la production du char le plus moderne de la Russie, le T-90. L'objectif est d'augmenter la production de 80% d'ici 2028, par rapport au niveau de 2024. Introduction d'une nouvelle variante, encore plus modernisée, le T-90M2. La production totale prévue est impressionnante. Plus de 1700 chars de ce type d'ici 2036. Nous parlons de plus de 2600 chars neufs et modernisés au cours des prochaines décennies. Arrêtez-vous un instant. Pensez-vous vraiment que ces chiffres concernent la guerre en Ukraine ?
La réponse est non. Ces calendriers vont jusqu'en 2036. Cette production est un pari à long terme. La Russie, consciente de ses lourdes pertes, parie pouvoir tenir des années, misant sur la lassitude de l'Occident à soutenir l'Ukraine. Et il y a plus. Alors que la Russie reconditionnait ses anciens Mnogotselevoï Tiagash-Leki Bronirovani, elle a également présenté son successeur. Lors de l'exposition de Défense Army 2024, le MGTLB a été révélé. Un nouveau véhicule blindé de transport polyvalent, conçu explicitement pour remplacer l'ancien Motoliga. Le MGTLB possède également une vitesse maximale plus élevée, une plus grande capacité de charge et de remorquage, ainsi qu'une autonomie impressionnante de 800 km. Et voici la connexion finale qui relie tout. La même usine, Murom Teplovos, actuellement engagée dans la tâche ardue à court terme de démonter les véhicules Sturm S, est également en cours de reconstruction, de rénovation et d'agrandissement. Probablement en préparation pour la future production de masse du MGTLB. Un seul site montre le pari désespéré de la Russie. D'un côté, on voit la ferraille, qu'ils utilisent pour Actis pour survivre aujourd'hui. De l'autre, l'expansion industrielle qui est réalisée en misant sur demain. Deux stratégies simultanées. Car ils paient un prix dévastateur, mais parient qu'ils peuvent tenir plus longtemps que la patience occidentale. Comme l'ont noté les analystes de l'Institute for the Study of War et de Frontelligence, le volume prévu de plus de 2600 chars neufs et modernisés est suffisant pour réapprovisionner complètement la flotte de chars de la Russie pour une autre guerre à grande échelle et rétablir une véritable menace pour l'OTAN. Alors, voici la vérité troublante. La Russie ne mène pas une seule guerre, elle en mène deux, en même temps. La première est la guerre de survie en Ukraine, avec l'armée, qui utilise maintenant de la ferraille soviétique. Ils convertissent des armes, spécialisées en moyens de transport basiques. Ils improvisent désespérément tout en subissant des pertes dévastatrices. Quant à Seconde Guerre mondiale, eh bien, c'est un pari industriel à long terme. La tentative de reconstruire l'armée qu'ils souhaitent pour la prochaine décennie, tout en saignant dans celle-ci. La Russie brûle effectivement son héritage soviétique pour financer la guerre d'aujourd'hui, en acceptant la perte massive d'équipements anciens comme un coût nécessaire, en nettoyant les vieux stocks, et en utilisant cela comme justification pour un cycle complet de modernisation de ses forces armées. C'est du désespoir absolu. Ils font cela parce qu'ils paient un prix insoutenable et improvisent avec ce qui leur reste. Mais c'est aussi dangereux, parce qu'ils apprennent, pariant qu'ils peuvent supporter la souffrance plus longtemps, espérant que l'Occident se lassera de soutenir l'Ukraine. Derrière le chaos d'aujourd'hui, il y a un pari sur les prochaines décennies. Et ce pari dépend d'une seule chose. Le soutien occidental à l'Ukraine restera-t-il fort ou s'affaiblira-t-il en premier? C'est ça qui est vraiment en jeu ici. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que cette double stratégie de la Russie représente une menace réelle et à long terme? Ou s'agit-il simplement d'un plan désespéré voué à l'échec? Laissez votre réponse dans les commentaires. Si cette vidéo vous a permis de voir cette guerre sous un autre angle, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe réellement. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses comme celle-ci. À la prochaine vidéo.